Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Isabelle Carré pour une lecture d'extrait du journal d'Hélène Baird. Cette lecture s'inscrit dans le cadre de l'hommage que nous rendons ce dimanche 7 mars à Hélène Baird à l'occasion du centenaire de sa naissance, mais également pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Hélène Baird est née le 27 mars 1921 à Paris et a été assassinée au début du mois d'avril 1945 à Bergen-Belsen, quelques jours avant la libération du camp. Et pour célébrer, rendre hommage donc, au centenaire de la naissance d'Hélène Baird, les éditions Fayard publient cet ouvrage collectif sous la direction de Mariette Job et Karine Barenez-Bénichou qui s'intitule « Ce souvenir d'Hélène Baird, une célébration collective ». Alors cet ouvrage collectif est porté par des auteurs venus d'horizons divers dont les textes reflètent les différentes facettes de la personnalité de cette jeune femme assassinée à 24 ans parce qu'elle était juive. L'ouvrage revient également en force sur le magnifique texte qu'elle nous a laissé, son journal qu'elle a rédigé à Paris entre avril 1942 et février 1944. Alors Isabelle Carré, vous connaissez très bien ce journal. Lors de sa publication en 2008 aux éditions Talendier, vous en avez lu des extraits au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et vous avez également contribué à cet ouvrage collectif par un texte qui s'appelle « Les Amis d'Hélène », dont je me permets de lire les premières lignes. J'ai rencontré Hélène Baird il y a plus de 10 ans, en 2008, je crois. C'est Maud Diano qui me l'a présentée avec sa jolie préface. Sa compagnie, j'allais dire son amitié, ne m'a dès lors plus quittée. Tant de pages de son journal se sont imprimées en moi. Certaines phrases résonnaient plus fort, d'autres continuent encore. Ce sont donc deux amies qui sont présentes ce matin à l'auditorium du Mémorial de la Shoah. Et je pense qu'on ne pouvait rêver mieux pour se souvenir ensemble d'Hélène Baird en ce 7 mars 2021, veille de la Journée internationale des droits des femmes. Je suis très heureuse de vous lire donc une partie de ce journal d'Hélène Baird. C'est seulement la première partie. J'ai beaucoup de mal à couper le journal d'Hélène. Donc pour ceux qui ne connaissent pas son journal, je vous encourage à continuer à lire la suite du journal. 1942, mardi 7 avril, 4 heures. Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. J'ai pris le 92 jusqu'à l'Étoile. En descendant l'avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé. Au coin de la rue Villejuste, j'ai eu un moment de panique et tout de suite la réaction « Il faut que je prenne les responsabilités de mes actes. There's no one to blame but you. » Et toute ma confiance est revenue. Je me suis demandé comment j'avais pu avoir peur. La semaine dernière, même jusqu'à ce moment, je trouvais cela tout naturel. C'est maman qui m'a rendue intimidée en me montrant qu'elle était très étonnée de mon audace. Autrement, je trouvais cela tout simple. Toujours mon état de demi-rêve. J'ai sonné au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge l'a appelé. Elle m'a demandé d'un air méfiant « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu de mon ton le plus naturel « Est-ce que monsieur Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi ?» Tout de même, de loin, je m'étonnais de mon aplomb, mais de très loin. La concierge est entrée dans sa loge. À quel nom ? Mademoiselle Baird. Elle s'est dirigée vers la table. Je savais d'avance qu'il était là. Elle a fouillé et m'a tendu mon paquet dans le même papier blanc. J'ai dit « Merci beaucoup ». Très aimablement, elle a répondu « À votre service ». Et je suis repartie, ayant juste eu le temps de voir que mon nom était inscrit d'une écriture très nette,
à l'encre noire sur le paquet. Une fois de l'autre côté de la porte, je l'ai défait. Sur la page de garde, il y avait écrit de la même écriture « Exemplaire de mademoiselle Hélène Baird ». Et, au-dessous, « Au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Paul Valéry ». Et la joie m'a inondée, une joie qui venait confirmer ma confiance, qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je suis rentrée à pied avec un petit sentiment de triomphe, à la pensée de ce que les parents diraient, et l'impression qu'au fond, l'extraordinaire était le réel. Maintenant, j'attends Miss Day qui doit venir goûter. Le ciel s'est obscurci, la pluie fouette les carreaux, on dirait que c'est grave. Tout à l'heure, il y a eu un éclair et du tonnerre. Demain, nous devons aller faire un pique-nique à Aubergenville avec François et Nicole Job, Françoise et Jean Pinault, Jacques Claire. En descendant les marches du Trocadéro, je pensais à demain avec joie. Après tout, il y aurait bien des éclaircies. Maintenant, ma joie est assombrie. Mais le soleil va ressortir. C'est presque fini. Pourquoi ce temps est-il si instable ? C'est comme un enfant qui rit et qui pleure à la fois. Mercredi 8 avril. Je rentre d'Aubergenville, tellement abreuvée de grand air, de soleil brillant, de vent, de giboulée, de fatigue et de plaisir que je ne sais plus où j'en suis. Je sais simplement que j'ai eu une crise de dépression avant le dîner, dans la chambre de maman, sans cause normale ou apparente, mais dont l'origine était le chagrin de voir finir cette journée merveilleuse, d'être brusquement séparée de son atmosphère. Je n'ai jamais pu m'habituer à ce que les choses agréables aient une fin. Je ne m'attendais pas à cette crise de désespoir. Je croyais avoir oublié ces choses enfantines. Mais cela est venu sans que je m'en rende compte, sans que j'essaie non plus de lutter contre. Mes yeux se ferment malgré moi. La journée défile par bribes dans mon esprit abruti. Je revois le départ à la gare par une pluie battante et un ciel gris. Le voyage dans le train avec toutes les joyeuses plaisanteries. L'impression que tout allait être bien dans cette journée. Tout cela me semble à la fois étrangement près et étrangement lointain. Je sais que c'est fini, que je suis ici, dans ma chambre, et en même temps, j'entends les voix. Je revois les visages et les silhouettes, comme si j'étais entourée de fantômes vivants. C'est que la journée n'est plus tout à fait présent et n'est pas encore passée. Le calme environnant est tout bruissant de souvenirs et d'images. Samedi 11 avril. Ce soir, j'ai une envie folle de tout flanquer en l'air. J'en ai assez de ne pas être normale. J'en ai assez de ne plus me sentir libre comme l'air, comme l'année dernière. J'en ai assez de sentir que je n'ai pas le droit d'être comme avant. Il me semble que je suis attachée à quelque chose d'invisible et que je ne peux pas m'en écarter à ma guise. J'en viens à haïr cette chose et à la déformer. Le pire, c'est que vis-à-vis de moi-même, je me sens entièrement libre et inchangée, mais que vis-à-vis des autres, je suis obligée de jouer un rôle. Parce que malgré tout ce que je pourrais leur dire, ils resteront persuadés que ma vie a changé. Plus le temps passe, plus l'abîme se creuse entre ces deux mondes. Il y a le moi qui maintenant aspire de toutes ses forces à redevenir ce qu'il était avant, ce qu'il serait devenu si rien n'était arrivé. Et le moi que les autres pensent nécessairement s'y être substitué. Peut-être ce dernier moi est-il une création de mon imagination, mais je ne pense pas. Plus le temps passe, plus la situation se déforme pour moi. Qu'est-ce qui fait que je la considère maintenant comme un malaise, que je fuis presque tête baissée ? Ce soir,
Si je voulais, je pourrais me jeter sur mon lit et pleurer. Et dire à maman que je veux me raccrocher de toutes mes forces à ce que j'étais avant. Et maman sûrement me consolerait. Et je m'endormirais avec le goût des larmes. Et aussi le calme de la paix. Mais maman alors se ferait encore un peu plus de bile dans la chambre à côté. Et je ne sais même pas si je pourrais faire cela. Ce serait du self-pity, apitoiement sur soi-même. Et je suis devenue dure pour moi-même, parce que je crois que rien n'est plus nécessaire en ce moment. C'est pour cela seulement. Car ce n'est pas la dignité qui m'en empêcherait. La dignité avec maman serait un crime. Ce n'est pas non plus parce que j'exhiberais et exploiterais une émotion ou un sentiment qu'au fond je ne ressentirais pas pour arriver à ce résultat inévitable, le rendre cheap, minable. Car tout ce que je dirais serait parfaitement sincère et vrai. Mais je ne veux pas faire de la peine à maman. Déjà, ce soir, papa a reçu un avis de spoliation. Et maman prend tout cela sur son dos et cache tout. Il me suffit de t'en avoir parlé, mon bout de papier. Tout va déjà mieux. Pensons à autre chose. À la beauté irréelle de cette journée d'été à Aubergenville. Cette journée s'est déroulée dans sa perfection. Depuis le lever du soleil plein de fraîcheur et de promesses, lumineux, jusqu'à cette soirée si douce et si calme, si tendre, qui m'a baignée tout à l'heure lorsque j'ai fermé les volets. Ce matin, en arrivant, après avoir épluché les pommes de terre, je me suis sauvée au jardin, sûre de la joie qui m'attendait. J'ai retrouvé les sensations de l'été dernier, fraîches et neuves, qui m'attendaient comme des amis. Le foudroiement de lumière qui émane du potager, l'allégresse qui accompagne la montée triomphante dans le soleil matinal, la joie à chaque instant renouvelée d'une découverte, le parfum subtil des buis en fleurs, le bourdonnement des abeilles, l'apparition soudaine d'un papillon au vol hésitant et un peu ivre. Tout cela, je le reconnaissais avec une joie singulière. Je suis restée à rêver sur le banc là-haut, à me laisser caresser par cette atmosphère si douce qu'elle faisait fondre mon cœur comme de la cire. Et à chaque moment, je percevais une splendeur nouvelle. Le chant d'un oiseau qui s'essayait dans les arbres encore dénudés, et auquel je n'avais pas encore fait attention, et qui soudain peuplait le silence de voix, le roucoulement lointain des pigeons, le pépiment d'autres oiseaux. Je me suis amusée à observer le miracle des gouttes de rosée sur les herbes. En tournant un peu la tête, je voyais leur couleur changer du diamant à l'émeraude, puis à l'or rouge. L'une d'elles est même devenue rubis. On aurait dit des petits phares. Brusquement, en renversant la tête pour voir le monde à l'envers, j'ai réalisé l'harmonie merveilleuse des couleurs du paysage qui s'étendait devant moi. Le bleu du ciel, le bleu doux des collines, le rose, le sombre et les verts embrumés des champs, les bruns et les ocres tranquilles des toits, le gris paisible du clocher, tout baigné de douceur lumineuse. Seule l'herbe fraîche et verte à mes pieds mettait une note plus crue, comme si elle seule était vivante dans ce paysage de rêve. Je me suis dit, sur un tableau, on croirait ce vert irréel avec tous ses coloris de pastel. Mais c'était vrai. Jeudi 16 avril. Ce matin, je suis allée à la Sorbonne pour me changer un peu. J'ai eu une déception parce que j'espérais voir Sparkenbrock. Mais je l'ai vu cet après-midi. Je suis entrée à l'amphithéâtre et je l'ai aperçu dans sa baignoire. Je me suis assise à ma place habituelle à côté d'une fille grognon. De l'âtre parlait de chacun. Je n'écoutais pas. Je regardais mon ombre dans le soleil.
À la demi, il y a eu le remue-ménage qui précède l'explication de texte. Ma voisine a passé devant moi pour sortir. Je me suis levée pour la laisser passer et j'ai vu Sparkenbrock me faire des signes qui voulaient dire « Vous restez ?» J'ai répondu non et nous sommes sortis dans le soleil. Un étrange soulagement m'a envahi. J'aurais été trop déçue si je ne l'avais pas vu. C'était la seule lueur de paix dans cette espèce d'enfer où je vis. C'était le seul moyen de me raccrocher à la vie normale, de me fuir. Il a dit « Nous allons au Luxembourg ». J'ai regardé ma montre. Françoise Masse venait goûter, mais je n'ai pas hésité. L'étrange promenade dans les rues connues que je ne reconnaissais plus, comme si brusquement elles étaient étrangères. La rue de l'école de médecine, la rue Antoine Dubois, la rue de Médicis. Au Luxembourg, nous nous sommes arrêtés au bord du bassin où voguaient des dizaines de bateaux à voile. Je sais que nous avons parlé, mais je n'ai plus qu'un souvenir de la fascination qu'exerçait sur moi l'étincellement de l'eau sous le soleil, le clapotis léger et les rides qui étaient pleines de joie. Le clapotis léger et des rides qui étaient pleines de joie, la courbe gracieuse des petits voiliers sous le vent, et par-dessus tout, le grand ciel bleu frissonnant. Autour de moi, il y avait une foule d'enfants et de grandes personnes, mais c'était l'eau étincelante, dansante qui m'attirait. Même quand je parlais, c'était elle qui occupait mon esprit. Je le sens maintenant. J'avais pourtant envie de me disputer car Sparkenbrock me disait « Les Allemands vont gagner la guerre ». J'ai dit « Non ». Mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Je sentais ma lâcheté, la lâcheté de ne plus soutenir devant lui mes croyances. Alors je me suis secouée, je me suis exclamée « Mais qu'est-ce que nous deviendrons si les Allemands gagnent ?» Il a fait un signe évasif. « Bah, rien ne changera. » Je savais d'avance qu'il me répondrait cela. Il y aura toujours le soleil et l'eau. J'étais d'autant plus irritée qu'au fond de moi-même, à cet instant, je sentais aussi le suprême néant de toutes ces disputes en face de la beauté. Et pourtant, je savais que je cédais à un enchantement mauvais. Je me reniais. Je savais que je m'en voudrais de cette lâcheté. Je me suis forcée à dire « Mais il ne laisse pas tout le monde jouir de la beauté. Mais il ne laisse pas tout le monde jouir de la lumière et de l'eau. » Heureusement, cette phrase me sauvait. Je ne voulais pas être lâche. En redescendant le boulevard Saint-Michel, il parlait de ses amis, tous mariés et pères de famille. J'ai dit « Oui, tous les garçons se marient jeunes. » Et la conversation a continué sur ce terrain. Et j'ai dit à un moment « Au fond, ce n'est pas difficile de se marier. Ce qui est difficile, c'est de trouver le vrai bonheur. » Là, j'ai cherché mes mots en hésitant. Il a répondu « Moi, je n'ai jamais cru à cela. » J'ai répondu avec force « Moi, j'y crois encore. Et je ne veux pas que vous m'ôtiez mes illusions. » Et j'ai eu brusquement une impression d'isolement. Au fond, il était très différent de moi, lui aussi. Je suis jeune encore. C'est une injustice que toute la limpidité de ma vie soit troublée. Je ne veux pas avoir de l'expérience. Je ne veux pas devenir blasée, désabusée, vieille. Qu'est-ce qui me sauvera ? Lundi 27 avril. À la bibliothèque, j'ai revu ce garçon aux yeux gris. À ma grande surprise, il m'a proposé de venir écouter des disques jeudi. Pendant un quart d'heure, nous avons discuté musique. Lorsque Francine Bacry est arrivée pour me donner le résultat de mon diplôme, nous parlions encore. Je sais son nom. Il s'appelle Jean Morawiecki. Avant de le savoir, je lui avais trouvé l'air slave, l'air d'un prince slave. C'est tellement extraordinaire de penser qu'il était là, ce garçon que je connais à peine, que j'ai rencontré à la Sorbonne, dont je ne savais pas le nom lundi. Il y a du merveilleux dans toute cette histoire. Lundi 4 mai. Quelle nuit, toute la nuit j'ai rêvé. Ce matin, en me réveillant, lorsque j'ai réfléchi à ce rêve, à tout ce que cela pouvait brusquement impliquer, j'ai gémi.
Et maintenant, je ne me rappelle que de cet après-midi avec Jean Morawiecki, que la semaine dernière, je ne connaissais pas. J'ai lu le poème de Heine, j'ai pleuré en rêve. Et tout cela m'a paru étrangement beau, mais d'une beauté tragique, où il y avait des larmes. J'ai encore passé l'après-midi avec lui. Je savais que je le reverrais. Il me l'avait dit hier, mais j'étais sûre. Il est arrivé vers 3h30, et il s'est installé au fond de la bibliothèque. Pendant 1 heure, j'ai eu du travail sans arrêt. Je désespérais de lui parler. Mais vers 4h30, il s'est levé et est venu me confier sa serviette pendant qu'il allait faire des courses. En réalité, il n'est pas parti, et est resté là jusqu'à 6h moins le quart. Et ce soir, je suis saisie par une étrange tristesse. Est-ce que je ne me laisse pas entraîner vers une mauvaise voie? Est-ce que je redeviens folle et passionnée? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas où je vais et ce que sera demain. Lundi 1er juin. Maman est venue m'annoncer la nouvelle de l'étoile jaune. Je l'ai refoulée en disant « je discuterai de cela après », mais je savais que quelque chose de désagréable était « at the back of my mind ». Je suis rentrée de la Sorbonne complètement ahurie. J'essayais de travailler tout en étant bibliothécaire et j'ai fait mon service n'importe comment et n'ai pas réalisé ce qui se passait. J'étais dans un glorious muddle, une confusion, une belle confusion. Jeudi 4 juin. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai eu une folle matinée. D'abord, je me suis réveillée tôt par la lumière et la chaleur depuis 6h. J'ai déjeuné toute seule et je suis partie à 9h, libre comme l'air, dans le matin clair et encore frais. J'ai commencé par aller à la poste faire partir le livre de Sparkenbrock et cela m'a rappelé l'année dernière et m'a fait apparaître brusquement tout cela comme du passé. Je ne regrette rien, mais j'ai une vague nostalgie quand j'y pense. Puis j'ai pris le métro jusqu'à l'Odéon. À l'Institut, les examens étaient déjà recommencés. Je me sentais vieillie de toute mon expérience d'hier. En bas de l'Institut, j'ai rencontré Vivi Lafont. Elle m'a dit des choses tellement épatantes à propos de l'étoile que j'en ai été rassurée. Elle est si gentille et si affectueuse que c'est elle qui, pour moi, incarne l'esprit de l'Institut. Je suis remontée avec elle de la salle de travail, puis redescendue voir passer les autres. Je bavardais avec une camarade lorsque Morawiecki est arrivé. Naturellement, il s'est arrêté et nous avons parlé dans l'escalier pendant 1 heure ou presque. Puis je suis allée avec lui chez Didier, le marchand de livres rue Soufflot. C'est très curieux. Il n'y a que l'épithète « wild » qui s'applique à cette journée. Du moment que je suis occupée, je n'ai pas le temps d'avoir le cafard. Il faisait une chaleur brûlante quand je suis repartie. J'ai pris le 92. Chez Madame Jourdan, j'ai rencontré quelqu'un avec qui nous avons discuté la question de l'insigne. À ce moment-là, j'étais décidée de ne pas la porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d'obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé à nouveau. Je trouve que c'est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis de ceux qui le feront. Seulement, si je le porte, je veux toujours être très élégante et très digne, pour que les gens voient ce que c'est. Je veux faire la chose la plus courageuse. Ce soir, je crois que c'est de le porter. Seulement, où tout cela peut-il nous mener ? J'ai repris le métro à 5h30 avec Jean jusqu'à la Motte-Piquet. À l'Institut, j'ai attendu 1 heure en bavardant avec Maurice Sor et Paulette Bréant. Les résultats de nos examens n'ont été publiés qu'à 7h. J'ai vu arriver Cécile Lehmann, que j'avais cru apercevoir hier en noir. Elle m'a dit bonjour, et avec son beau regard bleu et franc, sans trembler,
elle m'a dit que son père était mort au camp de concentration de Pithiviers. Je ne sais pas si les autres qui étaient là ont eu la même émotion que moi. Il m'a semblé être soudain en présence d'une douleur immense, inévitable, inconsolable. Tous les mardis matins, quand je la voyais, je lui demandais des nouvelles de son père. Ce fait même me le représentait vivant bien plus que tout. Cette déchirure brutale, l'injustice immense de cette fin, c'est atroce. Je n'avais aucune envie de me réjouir quand tous les camarades sont venus me féliciter de mes bons résultats. La pensée de cette mort me hantait et rendait absolument inexistant tout le reste. Lundi 8 juin. C'est le premier jour où je me sens réellement en vacances. Il fait un temps radieux, très frais après l'orage d'hier. Les oiseaux pépient, un matin comme celui de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais porter l'étoile jaune. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle. La fraîcheur, la beauté, la jeunesse de la vie, incarnée par cette matinée limpide. La barbarie et le mal, représentés par cette étoile jaune. Lundi soir. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée. J'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'était dur. D'ailleurs, la majorité des gens ne regardent pas. Le plus pénible, c'est de rencontrer d'autres gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. 2 gosses dans la rue nous ont montré du doigt en disant « Hein, t'as vu ? Juif !» Mais le reste s'est passé normalement. Place de la Madeleine, nous avons rencontré M. Simon qui s'est arrêté et est descendu de bicyclette. J'ai repris toute seule le métro jusqu'à l'Étoile. À l'Étoile, je suis allée à l'artisanat chercher ma blouse, puis j'ai repris le 92. Un jeune homme et une jeune fille attendaient. J'ai vu la jeune fille me montrer à son compagnon, puis ils ont parlé. Instinctivement, j'ai relevé la tête, en plein soleil. J'ai entendu « c'est écœurant ». Dans l'autobus, il y avait une femme, une maid, probablement, qui m'avait déjà souri avant de monter et qui s'est retournée plusieurs fois pour sourire. Un monsieur chic me fixait. Je ne pouvais pas deviner le sens de ce regard, mais je l'ai regardé fièrement. Je suis repartie pour la Sorbonne. Dans le métro, encore une femme du peuple m'a souri. Cela a fait jaillir les larmes à mes yeux. Je ne sais pourquoi. Au quartier latin, il n'y avait pas grand monde. Je n'ai rien eu à faire à la bibliothèque. Jusqu'à 4 heures, j'ai traîné, j'ai rêvé. J'ai rêvé dans la fraîcheur de la salle, où les stores baissés laissaient pénétrer une lumière ocrée. À 4 heures, Morawiecki est entré. C'était un soulagement de lui parler. Il s'est assis devant le pupitre et est resté là jusqu'au bout à bavarder, et même sans rien dire. Il est parti une demi-heure chercher des billets pour le concert de mercredi. Nicole est arrivée entre-temps. Quand tout le monde a eu quitté la bibliothèque, j'ai sorti ma veste et je lui ai montré l'étoile. Mais je ne pouvais pas le regarder en face. Je l'ai ôté et j'ai mis le bouquet tricolore qu'il a fixé à ma boutonnière. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il avait été frappé en plein cœur. Je suis sûre qu'il ne se doutait de rien. Je craignais que toute notre amitié ne fût soudain brisée, amoindrie par cela. Mais après, nous avons marché jusqu'à Sèvres-Babylone et il a été très gentil. Je me demande ce qu'il pensait. Mardi 9 juin. Aujourd'hui, cela a été encore pire qu'hier. Je suis éreintée comme si j'avais fait une promenade de 5 kilomètres. J'ai la figure tendue par l'effort que j'ai fait tout le temps pour retenir des larmes qui jaillissaient, je ne sais pourquoi. Ce matin, j'étais restée à la maison à travailler du violon. Dans Mozart, j'ai tout oublié. Mais cet après-midi, tout a recommencé.
Je devais aller chercher Vivi Lafont à la sortie de la Grègue à 2h. Je ne voulais pas porter l'étoile, mais j'ai fini par le faire, trouvant lâche ma résistance. Il y a eu d'abord 2 petites filles avenues de la Bourdonnais qui m'ont montré du doigt. Puis au métro, à l'école militaire, quand je suis descendue, une dame m'a dit « Bonjour, mademoiselle ». Le contrôleur m'a dit « Dernière voiture ». Alors c'était vrai, le bruit qui avait couru hier. Cela a été comme la brusque réalisation d'un mauvais rêve. Le métro arrivé, je suis montée dans la première voiture. Au changement, j'ai pris la dernière. Il n'y avait pas d'insigne. Mais rétrospectivement, des larmes de douleur et de révolte ont jailli à mes yeux. J'étais obligée de fixer quelque chose pour qu'elle rentre. Je suis arrivée dans la cour de la Sorbonne à 2h tapantes. J'ai vu Molinier. Il est venu me rejoindre. Il m'a parlé très gentiment, mais son regard se détournait de mon étoile. Quand il me regardait, c'était au-dessus de ce niveau et nos yeux semblaient dire « N'y faites pas attention ». Il venait de passer sa seconde épreuve de philo. Puis il m'a quittée, je suis allée au bas de l'escalier. Les étudiants flânaient, attendaient, quelques-uns me regardaient. Bientôt Vivi Lafont est descendue. Une de ses amies est arrivée et nous sommes sortis au soleil. Nous parlions de l'examen, mais je sentais que toutes les pensées roulaient sur cet insigne. Lorsqu'elle a pu me parler seule, elle m'a demandé si je ne craignais pas qu'on arrache mon bouquet tricolore. Et ensuite, elle m'a dit « Je ne peux pas voir les gens avec ça. Je sais bien que ça blesse les autres. Je sais bien que cela blesse les autres. Mais s'ils savaient, eux, quelle crucifixion c'est pour moi. J'ai souffert là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait brusquement que je n'étais plus moi-même, que tout était changé, que j'étais devenue étrangère, comme si j'étais en plein dans un cauchemar. Je voyais autour de moi des figures connues, mais je sentais leur peine et leur stupeur à tous. C'était comme si j'avais une marque au fer rouge sur le front. Pour les mettre à leur aise, j'étais naturelle, superficiellement, mais je vivais un cauchemar. À un moment du Murgier, celui à qui j'avais prêté un livre est venu me demander quand il pourrait me remettre mes notes. Il avait l'air naturel, mais j'avais l'impression que c'était exprès. Lorsque j'ai enfin vu sortir Morawiecki, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, un soulagement brusque en voyant son visage, parce que lui, il savait et il me connaissait. Je l'ai appelé, il s'est retourné et a souri. Il était très pâle. Puis il m'a dit « Excusez-moi, je ne sais plus très bien où j'en suis ». J'ai réalisé qu'il était complètement perdu et éreinté, mais il souriait quand même, et n'avait pas l'air, lui, d'être changé. Après, mes amies m'ont emmenée avec elles au Luxembourg. Au Luxembourg, nous nous sommes attablés devant des verres de citronnade et d'orangeade. Elles étaient charmantes, mais je crois qu'aucune ne comprenait ma souffrance. Si elle l'avait comprise, elle ne m'aurait pas dit « Mais alors, pourquoi le portez-vous » Cela les choque peut-être de voir que je le porte. Moi aussi, il y a des moments où je me demande pourquoi je le fais. Je sais évidemment que c'est parce que je veux éprouver mon courage. Maintenant, en racontant ma journée à maman, j'ai été obligée de me précipiter dans ma chambre pour ne pas pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai. Jean Morawiecki a téléphoné ici vers 3h30 pour dire qu'il m'attendait à 10h moins le quart demain matin. Il a une attitude très chic. Et je suis pleine de reconnaissance. Ou plutôt, c'est ce que j'espérais de lui. Mercredi 10 juin. Lorsque je passe en revue cette semaine, je m'aperçois qu'il plane au-dessus un ciel sombre. Et cela a été une semaine de tragédie, une semaine bouleversée, chaotique. Mais en même temps, il y a quelque chose d'exaltant à la pensée des compréhensions merveilleuses que j'ai rencontrées. Les Pinault, Jean Morawiecki. Il y a du beau mêlé au tragique.
une espèce de resserrement de la beauté au cœur de la laideur. C'est très étrange. Mercredi 24 juin. Je voulais écrire ceci hier soir, mais j'étais trop abrutie et je n'aurais pas pu faire l'effort. Ce matin, je me force à le faire parce que je veux me souvenir de tout. La première fois où je me suis éveillée et que j'ai vu la lumière du matin à travers les volets, brusquement l'idée m'est venue que papa n'aurait pas son petit déjeuner normal ce matin, qu'il n'arriverait pas à la table du petit déjeuner pour prendre ses morceaux de pain grillé et verser son café. Cela m'a causé une peine immense. Ce n'était que la première fois. Peu à peu, d'autres pensées sont venues qui me faisaient réaliser ce qui s'était passé. Le bruit des clés dans sa poche, des volets qu'il ouvrait dans sa chambre, je l'attends toujours pour me lever, parce qu'il va allumer le gaz. À ces moments-là, je réalise. En ce moment même, je ne le fais pas bien. C'était hier, à peu près à cette heure-ci. J'étais sortie 2 fois dans la matinée. Une première fois dans le quartier. La seconde, j'avais pris le 92 jusqu'à l'Étoile pour aller à la bibliothèque américaine. Comme je devais rentrer avec papa, j'ai pensé qu'il était trop tôt et je me suis attardée rue de Téhéran. En arrivant rue de la Baume, j'ai trouvé toute la famille Carpentier debout devant la loge. Je leur ai dit bonjour et ils m'ont à peine répondu. Ils avaient l'air préoccupés. Je n'ai pas insisté. J'ai pourtant fait des grâces aux chiens. Mais devant le mutisme de madame Carpentier, je suis entrée dans le hall sans rien dire. Haro m'a suivie. J'ai trouvé un peu drôle qu'il entre avec moi. Mais je me suis ravisée, pensant qu'il avait quelque chose à faire par là. Ce qui a aussi dissipé mes soupçons, c'est lorsque j'ai dit « Il fait bon ici ?» Il a répondu « Oui, il fait frais. » Le plus naturellement du monde. Mais lorsque j'ai commencé à monter l'escalier, il m'a suivie. De nouveau, ma curiosité a été éveillée. J'ai demandé si papa était là. Il a répondu non. Depuis, je me suis rappelé que sa réponse avait été assez confuse. Il me disait d'aller voir Monsieur le Président. J'ai dit « Papa va rentrer ?» Il a répondu « Oui, mais je ne sais pas s'il savait très bien ce qu'il disait. » En haut de l'escalier, j'ai redemandé si papa était là. Il a répondu « Non, mais si mademoiselle veut voir le président. » Alors ma curiosité s'est changée en appréhension. Tout ce mystère m'énervait. Et pourtant, comme je ne voulais pas dramatiser, je refoulais tous mes soupçons avec une facilité extraordinaire. Mais lorsqu'il m'a ouvert la porte, je me suis dit « Maintenant, je peux y aller » et je n'ai plus rien refoulé. Monsieur Duchemin s'est levé, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a commencé « Voilà, Hélène, j'ai vu votre père ce matin. Il m'a laissé ce petit mot. » C'était une feuille de papier Kuhlmann. Je me rappelle qu'il y avait même la date 9h30, 23 juin, et de l'écriture nette de papa. Un inspecteur de police m'emmène rue de Grefful et de là au service allemand. Puis une ligne séparée, je ne sais pourquoi. En dessous, il se peut que ce ne soit pas pour arrestation ou internement. J'ai prévenu mère, et en bas, ma femme n'est pas prévenue, comme je ne connais pas l'issue de l'affaire, affectueusement et respectueusement. Je le vois encore, ce papier. Puis M. Duchemin ferma son encrier, plia quelques papiers et nous partîmes. J'étais dans une sorte de brume, je ne parlais pas. M. Duchemin essaya 2 fois de rompre le silence en me demandant des nouvelles d'Yvonne et en me félicitant pour mon diplôme. Il faisait un temps splendide. Je ne comprenais plus très bien toute cette beauté de Paris par un matin de juin radieux. Il fait toujours beau dans les grandes catastrophes. Lorsqu'il fallut monter les 4 étages, je me demandais comment j'allais prévenir maman. Les 3 premiers, je les montais 1 à 1, mais le dernier, je les grimpais 2 à 2 pour arriver d'abord. Je suis entrée et j'ai dit « Maman, Monsieur Duchemin est là. Je crois que papa a été arrêté. » Au même moment, Monsieur Duchemin entrait et je n'avais plus rien à dire. Maman s'était levée brusquement.
Puis ils se rassirent et M. Duchemin raconta toute l'histoire. Lorsque tout fut clair dans mon esprit, j'allais prévenir Denise qui travaillait son piano. Là, ce fut l'effet d'une bombe. Denise se dressa. Je voulais en finir au plus vite. Je parlais presque par monosyllabes. Je me rappelle qu'elle soupira ou gémit et que je l'attrapais. Puis nous sommes entrés au petit salon. M. Duchemin s'était levé pour partir. Maman est restée assise dans son fauteuil. Elle se passait la main sur le front en répétant « Je ne sens rien, je ne sens rien ». Je connais cette impression-là. Seulement maintenant, elle a réalisé, tandis que moi, je n'ai toujours pas réalisé. Vers 12h30, le téléphone a sonné. C'était une voix d'homme inconnu. Nous avons tout de suite compris. L'inspecteur de police qui avait arrêté papa. J'ai décroché l'autre récepteur. Cela faisait un effet étrange d'entendre raconter cette histoire par une voix étrangère. Cela la confirmait, lui donnait son cachet d'authenticité. Jusque-là, cela n'aurait pu être qu'une chose qui nous appartenait, peut-être même qui n'existait pas vraiment. À partir de ce moment, nous avons su qu'elle s'était vraiment passée. Il y avait quelque chose d'irrémédiable. L'inspecteur a affirmé que papa aurait été relâché si son étoile avait été bien cousue. Car l'interrogatoire avenue Foch s'était bien passé. J'ai protesté, maman aussi. Elle a expliqué qu'elle l'avait installée à l'aide d'agrafes et de pression pour pouvoir la mettre sur tous les costumes. L'autre a continué d'affirmer que c'était ceux-là qui avaient causé l'internement. Au camp de Drancy, elles sont cousues. Alors, cela nous a rappelé qu'il allait à Drancy. C'est Haro qui nous a emmenés toutes les trois. Jamais Paris n'avait été aussi joli. C'était une fois de plus les quais, le Louvre, la Seine. Je me suis rappelé une occasion où toute cette beauté m'avait frappée, contrastant avec les circonstances tragiques. À ce moment-là, l'avenir était encore indéchiffrable. Maintenant, il était connu, déroulé, et nous nous trouvions à nouveau devant un avenir inconnu. 12 jours après, encore un bout d'avenir qui a perdu son privilège de mystère et d'inconnu, et qui s'est révélé sordide et triste. La voiture s'est arrêtée près du marché aux fleurs. Nous sommes descendus avec nos bagages et une espèce de pèlerinage a commencé. Je portais le rucksack, sac à dos, et les couvertures, Denise le panier. À la porte de la préfecture, un agent nous a arrêtés. Maman a commencé la petite histoire, mais c'était la première fois, et ça m'a donné le frisson. C'est pour voir un interné qui part pour Drancy, on nous a dit d'apporter cela. J'avais tout à fait accepté mon rôle, pour l'instant. Nous avons enfilé d'innombrables escaliers, des corridors dénudés, avec des petites portes à droite et à gauche. Je me demandais si c'était des cellules et si papa était là-dedans. On nous a renvoyés d'un étage à l'autre. Il y avait dans les couloirs des hommes à mine patibulaire, ou que je m'imaginais être tels, et des employés assis à des petites tables, tous très corrects. Le sac était lourd. Au dernier étage, maman a eu du mal à monter. Et moi-même, je disais « Monte, c'est bientôt fini ». C'était un peu un calvaire. Après quelques allées et venues dans un long couloir sur lesquels s'ouvraient des portes vitrées, on nous a introduits dans la pièce numéro... En tout cas, celle des étrangers. Car au téléphone, l'agent avait dit « 5e étage ». Non, il est français, au 3e. Mais au 3e, il n'y était pas. C'était une pièce anonyme avec une espèce de bar derrière laquelle se tenaient plusieurs employés. Il y avait une petite porte en bois dans cette demi-cloison. À droite s'ouvrait une autre porte devant laquelle se tenait un agent, un petit agent brun, jeune. Il avait l'air de comprendre. C'est par cette porte que l'employé est entré, appelant Bert, lorsque nous avons indiqué le motif de notre visite. À partir du moment où papa est entré, il m'a semblé brusquement que l'après-midi se raccrochait automatiquement à ce passé si récent où nous étions tous ensemble et que tout le reste n'était qu'un cauchemar.
Cela a été en quelque sorte une accalmie, une éclaircie avant l'orage. Quand j'y réfléchis maintenant, je m'aperçois que cela a été une bénédiction. Nous avons revu papa, après la première phase de la tragédie, après l'arrestation. Il nous l'a raconté. Nous avons vu son sourire. Nous l'avons vu partir avec le sourire. Nous savons tout et j'ai l'impression qu'ainsi nous sommes encore plus unis. Qu'il est parti pour Drancy lié encore plus étroitement à nous. Il est entré avec son sourire radieux, prenant la situation au comique. Il était sans cravate. Et au début, cela m'a donné un choc. On l'avait déjà dénudé en 2 heures. Papa sans cravate. Il avait l'air d'un détenu, déjà. Mais cela était fugitif. L'un des employés, avec des excuses, lui a dit qu'il allait lui rendre sa cravate, ses bretelles et ses lacets. Tous riaient. L'agent nous expliquait pour nous rassurer que c'était un ordre, car hier, un détenu avait essayé de se pendre. Je revois papa se rhabillant posément dans la salle. On lui avait d'abord donné la cravate de M. Rosenberg. Papa savait déjà le nom de ses codétenus. Il avait fait leur connaissance. Je lui ai demandé des précisions sur eux, et j'ai été ragaillardie par quelque chose d'inexprimable. J'avais l'impression que papa les avait étudiés avec un détachement amusé et qu'il trouvait cela très drôle. Ainsi, il avait gardé non seulement son calme, mais son sense of humor. Mon cœur s'est rempli de reconnaissance joyeuse, mais tout cela est inexplicable. Je ne me souviens plus que de quelques épisodes de ces 2 heures. Au début, j'étais assise sur le banc de bois en face de papa et maman en train de recoudre l'étoile de papa. Denise déversait son indignation chez l'agent, qui l'appuyait avec sympathie. J'avais la bouche fermée. Je tâchais de réaliser la situation. Plutôt, à ce moment-là, je la réalisais pleinement et mon esprit était occupé par le présent. On aurait dit que nous attendions un train, mais nous étions beaucoup plus calmes que si nous avions attendu un train. L'atmosphère était presque joyeuse. C'est l'attitude de papa qui l'avait créée. Par moments, j'avais de vagues pressentiments du futur immédiat, de ce qui allait suivre ces 2 heures. Mais au fond, cela n'avait guère de signification. Nous bavardions avec les employés, avec l'agent. Il y avait un petit monsieur très soigné avec une moustache et un air concerned, préoccupé, qui aurait pu sortir d'un livre de Dickens. Il nous recommandait à Denise et à moi la prudence. Il était sincèrement désolé de ce qui arrivait et très respectueux. Le plus jeune des employés se balançait sur le portillon et n'avait pas l'air de s'ennuyer. Il y avait quelque chose de comique dans cette scène où le détenu était papa et où les autorités étaient pleines de respect et de sympathie. On se demandait ce que nous faisions tout cela. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'Allemands. Le sens plein, le sens sinistre de tout cela ne nous apparaissait pas, parce que nous étions entre Français. J'oublie de noter les détails donnés par papa sur son arrestation. C'est tout ce que j'ai su et je n'en saurai pas plus avant de le revoir. Il est en effet allé rue de Greffule et ensuite avenue Foch où un officier, moi j'ai compris soldat, Bosch, s'est jeté sur lui en l'accablant d'injures, Schwein, sale porc, etc. Et il lui a arraché son étoile en disant « Drancy, Drancy ». C'est tout ce que j'ai entendu. Papa parlait d'une façon assez entrecoupée à cause de toutes les questions que nous lui posions. À partir de ce moment-là, il y a eu du tragique dans l'atmosphère. En même temps, nous étions tous les 4 ensemble. Et je n'arrivais pas à concevoir que papa fût arrêté. Vendredi 26 juin, matin, bibliothèque. Cécile Lehmann est venue vers 11h, en noir. J'ai parlé avec elle. J'ai eu un mot malheureux en disant que cela se paierait. Elle a répondu « Oui, mais ceux qui sont morts ne revivront pas. » Et j'ai réalisé la cruauté de ma phrase.
Ensuite, je suis allée rue Renoir. Brusquement, dans le métro, en voyant tous ces hommes, je me suis rappelé papa, son élégance, sa distinction. Et j'ai réalisé que tout ce que ma vie de machine voulait dire maintenant, que tout ce que les événements des derniers jours signifiaient, c'était que ce papa était parti. Je suis arrivée rue Renoir pour apprendre qu'il y avait à la maison une carte de papa. Je suis repartie la chercher. Ma fatigue avait disparu. Quand j'ai lu l'inscription « Bert Raymond, matricule 11 943, camp de Drancy », je n'ai pas compris. Par moments, il y avait des éclairs de compréhension. Je l'ai lu et relu en remontant pour me persuader de la réalité de tout cela. Maman était là quand je suis arrivée. Elle a pleuré en lisant. Vendredi soir, 11h15. Il y a eu un moment ce soir où j'ai commencé à réaliser l'affreuse tristesse de ce qui se passe. Ce n'est pas en faisant la tarte pour papa. Pourtant là, j'étais assaillie par des petits souvenirs, les tournées de papa à la cuisine, sa façon de humer les gâteaux que nous faisions. Mais cela ne me faisait pas de peine, au contraire. Il rendait sa présence plus vivante et éloignait de plus en plus la compréhension de la situation actuelle. Mais c'est en relisant des passages de sa carte, les phrases qui commencent par « mes petites filles », la description de ce qu'il avait fait en 20 heures. Au début, cela ne m'avait pas attristée dans la joie où j'étais de savoir ce qu'il faisait là-bas, mais j'ai réalisé le vide de cette existence nouvelle, la signification de ses préoccupations matérielles. À première vue, on croit qu'il organise une vie nouvelle, puis on comprend ce que veut dire cette vie. Et pourtant, en regardant cette carte, je n'arrivais pas à saisir la réalité. Cette écriture de papa me rappelle seulement les lettres qu'il nous écrivait de voyage. Je n'arrivais pas à réconcilier cette écriture avec son sens, avec le sens de ces mots. Et maintenant, à nouveau, je ne réalise plus. Si, brusquement dans le noir, je m'aperçois qu'entre le papa d'ici et celui qui est là-bas et a écrit cette carte, il commence à se creuser un abîme infranchissable. Jeudi soir 2 juillet, 23h15. Lorsque j'ai fermé les volets dans ma chambre, un éclair a traversé le ciel. Le ciel menace encore ce soir. Après toute cette journée d'orage, d'averses, de grondements lointains et de tensions nerveuses. Journée faite pour son déroulement ce soir. Journée faite pour son dénouement de ce soir. Je veux écrire ces lignes avant de m'endormir, car je sais que je vais m'endormir malgré tout, et que mon corps vaincra mon esprit comme toujours. Ce qui se passe, d'abord, juste au moment de nous mettre à table, le coup de téléphone de M. Duchemin. J'ai répondu et passé l'appel à maman. Elle parlait avec tant de précision et de calme que j'ai été stupéfaite lorsqu'après elle nous a dit « On libérera papa à condition qu'il s'en aille ». Je n'avais pas encore accepté l'idée. J'ai été surprise quand j'ai vu que maman l'avait fait, car elle nous a demandé ce que nous ferions à sa place. S'en aller, c'est le vague pressentiment que j'ai eu depuis cette semaine. La réponse à cette idée, cela a été une sensation brusque d'anéantissement, et puis de révolte. Ce soir, après avoir un peu réfléchi, je pense qu'il y a de l'égoïsme en moi, que je ne veux pas sacrifier mon bonheur, car tout ce que j'ai éprouvé d'heureux se trouve concentré dans cette vie, d'ici. Mais je peux me dire cela, je peux me forcer à faire ce sacrifice. Il reste autre chose. Il reste à sacrifier le sentiment de dignité, à accepter d'aller rejoindre ceux qui sont partis. Il reste à sacrifier le sentiment d'héroïsme, de lutte que l'on éprouve ici. Il reste à sacrifier le sentiment d'égalité dans la résistance, d'accepter d'être mis à part des autres Français qui luttent. Mais en face de cela, il y a papa, et il ne faut pas hésiter.
Il paraît qu'au début de la semaine, on a eu très peur qu'ils ne partent pour plus loin. Il n'y a pas à hésiter et cela ne se discute même pas. C'est un chantage odieux. Il y a beaucoup de gens qui se réjouiront. Des gens qui croient qu'ils le font par bon cœur et charité, et qui au fond ne se douteront pas qu'ils sont heureux de ne plus avoir à se faire du souci pour nous, ou même à nous donner de la pitié. D'autres qui croiront avoir trouvé la solution rêvée pour nous, et qui ne comprendront pas que c'est pour nous un arrachement aussi grand que pour eux, parce qu'ils ne se mettent pas à notre place, et qu'ils nous considèrent comme naturellement voués à l'exil. Mais tout cela, c'est des idées. Et je peux les chasser en me disant que ce ne sont que des idées. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des impossibilités, des pensées qui viennent et vous font sursauter, parce qu'elles sont vraiment des impossibilités. Quitter bonne maman et Ontigert, attitude vis-à-vis des autres internés, quitter Madame Lévy. Elle est d'ailleurs montée juste après le coup de téléphone. Elle était très énervée. Tout à coup, elle a explosé. Il fallait qu'elle nous dise quelque chose qu'on lui avait dit. Elle était près d'éclater, éclater en sanglots, mais aussi en paroles et en énervement. Il s'agit d'une ordonnance pour le 15, enfermant tous les Juifs dans des camps de concentration. Elle avait dû retourner cela dans sa solitude et dans l'atmosphère d'orage de cette journée. Pendant tout le dîner, elle a continué à rouler cette pensée-là, tandis que nous trois, nous pensions à l'autre chose. Deux courants de pensée se croisant ou se côtoyant silencieusement. Cela me donnait froid dans le dos de penser que la nôtre nous isolait du sort commun. Et je me consolais presque de cela en pensant à la misère de la vie en zone libre. J'avais un désir d'expiation. Je ne sais pourquoi. Après le dîner, le ciel s'était encore assombri et le tonnerre a éclaté avec fracas au-dessus de nous. Mais peu à peu, Madame Lévy se détendait et lorsqu'elle est partie, elle était calme. Ce soir, maman médite des vengeances contre les lâches qui ont fait ce marché et prépare ce qu'elle dira aux gens. Mais moi, maintenant, le sommeil me guette, me serre les tempes et je ne peux plus me rappeler de mes pensées. Demain matin, je verrai plus clair. Je ne crois pas à la réalité de ce soir. On peut me dire ce que l'on veut. Vendredi matin, 7h, 3 juillet. Je me réveille avec une seule idée claire. C'est une lâcheté abominable que l'on veut nous faire commettre. À quoi fallait-il s'attendre d'autre de la part des Allemands ? En échange de papa, ils nous prennent ce que nous estimons le plus, notre fierté, notre dignité, notre esprit de résistance. Non, lâcheté. Les autres gens croient que nous jouissons de cette lâcheté. Jouir, mon Dieu. Et au fond, ils seront contents de ne plus avoir à nous admirer et à nous respecter. Pour les Allemands aussi, le marché est avantageux. Papa en prison, cela indigne trop de monde. Cela leur fait une mauvaise réclame. Papa sorti de prison et reprenant sa vie, c'est un obstacle et un danger pour eux. Mais papa disparaissant en zone libre, l'affaire devenant bien calme, bien plate, c'est leur idéal. Ils ne veulent pas de héros. Ils veulent rendre méprisables. Ils ne veulent pas exciter l'admiration pour leurs victimes. Mais si c'est cela, je fais le vœu de continuer à les gêner de toutes mes forces. Il y a en moi 2 sentiments qui reviennent à peu près au même, quoique leur type soit différent. Le premier, c'est le sentiment de la lâcheté commise en s'en allant. Une lâcheté qui nous est imposée. Une lâcheté vis-à-vis des autres internés et des pauvres malheureux. Et celui du sacrifice de la joie de lutter, qui est le sacrifice d'un bonheur. Parce qu'en plus de la joie de cet héroïsme, il y a les compensations de l'amitié, de la communauté dans la résistance. Au fond, je me place à un double point de vue. Pour moi, partir n'est pas une lâcheté puisque c'est un sacrifice énorme et que là-bas je serai malheureuse. Mais je ne peux pas demander aux autres gens de penser comme moi. Pour les autres gens, c'est une lâcheté.
Lundi 5 juillet. Ce matin est arrivée la deuxième carte de papa. Il décrit sa vie, une de ses journées. Elles sont lamentablement vides. Le matin, réveil, et il met à côté un point d'interrogation parce qu'il ne doit pas beaucoup dormir, à 7 heures. Appel à 8 heures. L'autre jour, un monsieur Muller qui était malade était resté couché pour une fois, dénoncé, et Dannecker, lors de sa visite, monte droit chez lui, le trouve couché avec un pyjama trop beau. Il le fait déporter, à 58 ans. De 8 à 10 heures, promenade, oscillation. Il y a des petits mots humoristiques que papa emploie, mais qui dans ces circonstances sont déchirants. Plus loin, il parle des potatoes. Je l'entends encore prononcer le mot en Bergenville. C'est à la fois consolant parce que cela nous fait sentir tout proche et poignant. À 11h30, soupe et à 17h30. Puis il s'occupe du menu du déjeuner. L'après-midi est ce qu'il y a de plus long parce qu'il ne peut pas faire la sieste pour garder son sommeil pour la nuit. Il joue aux dames, au diamino, au bridge, papa qui ne jouait jamais à aucun jeu. La soirée se passe à causer. Il donne des nouvelles de M. Bache, de Maurice, de Jean Bloch. Il faut s'habituer à dormir avec les ronflements et s'envoler. Il était jusqu'ici aveuglé par le clair de lune. Il y a dans sa carte une chose qui m'a fait une peine immense. Un petit détail. Il écrit « On peut m'envoyer des groseilles. J'en ai vu dans les paquets arriver ici. » Pourquoi cela me donne-t-il envie de m'enfuir à toutes jambes? Il y a quelque chose d'enfantin dans cette phrase. Et toutes les journées doivent se passer ainsi. Et il dit qu'il ne réalise pas qu'il y a déjà passé une semaine. Et moi qui suis libre, qui cours à droite et à gauche comme je veux, qui ai quelque chose de différent à faire toutes les heures et tous les jours, qui n'ai même pas le temps de penser. Cette écriture de papa, faite pour rédiger des discours, des lettres d'affaires ou des nouvelles de ses voyages, elle est toujours là, précise, propre, nette, intellectuelle, pour décrire une vie réduite, confinée, une vie de prisonnier de droit commun. On ne réalise pas l'énormité de cette injustice, l'infamie de ces traitements, parce qu'elle est trop grande, parce que aussi nous sommes habitués à tout attendre. Papa dit que M. Bache a le moral assez bas. Depuis 6 mois, il est enfermé là-bas, 6 mois. Maintenant, tout espoir de voir finir cela a dû s'évanouir. Comment peut-on encore avoir envie de vivre? Papa vit pour nous. Il doit penser à nous nuit et jour. Quelques phrases de ces cartes le laissent entrevoir. Quelque chose en moi, lorsque j'ai lu celle de ce matin, m'a dit qu'il existait entre nous deux un pacte indissoluble. Mercredi 15 juillet, 23h. Quelque chose se prépare. Quelque chose qui sera une tragédie. La tragédie peut-être. Monsieur Simon est arrivé ce soir à 10h nous prévenir qu'on lui avait parlé d'une rafle pour après-demain. 20 000 personnes. J'ai appris à associer sa personne avec des catastrophes. Journée commencée avec la lecture de l'ordonnance nouvelle chez le cordonnier, terminée ainsi. Il y a une vague de terreur qui saisit tous les autres gens depuis quelques jours. Il semble que ce soit les SS qui aient pris le commandement en France et que la terreur doive s'en suivre. Tous nous désapprouvent de rester, silencieusement. Mais lorsque nous abordons la question nous-mêmes, cette désapprobation s'exprime hautement. Hier, Madame Lioncan, aujourd'hui, Margot, Robert, Monsieur Simon. Samedi 18 juillet. Je reprends ce journal aujourd'hui. Je croyais jeudi que la vie serait arrêtée, mais elle a continué. Elle a repris. Hier soir, après ma journée de bibliothèque, elle était redevenue si normale que je ne pouvais plus croire à ce qui s'était passé la veille. Depuis hier, elle a changé à nouveau. Quand je suis rentrée tout à l'heure, maman nous a annoncé qu'il y avait beaucoup d'espoir pour papa. D'un côté, il y a le retour de papa, de l'autre, ce départ pour la zone libre.
Quelque chose porte en elle une épreuve. Chaque chose porte en elle une épreuve. Le départ, cela m'a fait une impression presque de désespoir. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Je rentrais tendue pour la lutte, unie avec les bons contre les mauvais. J'étais allée chez Madame Bieder, cette malheureuse mère de 8 enfants dont le mari est déporté. Elle habite le faubourg Saint-Denis. Nous sommes restés, Denise et moi, un quart d'heure chez elle. En sortant, j'étais presque contente de m'être enfoncée dans la vraie souffrance. Je sentais bien que j'étais coupable, qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas. C'était cette réalité. Cette femme, sa sœur qui a 4 enfants, a été emmenée. Le soir de la rafle, elle s'était cachée, mais le malheur a voulu qu'elle redescende chez la concierge au moment où l'agent venait la chercher. Madame Bieder est comme une bête traquée. Ce n'est pas pour elle qu'elle craint, mais elle a peur qu'on lui enlève ses enfants. On a emmené des enfants qui se traînaient par terre. À Montmartre, il y a eu tellement d'arrestations que les rues étaient bloquées. Le faubourg Saint-Denis est presque vidé. On a séparé les mères des enfants. Je note les faits, hâtivement, pour ne pas les oublier, parce qu'il ne faut pas les oublier. Dans le quartier de Mademoiselle Mont-Saint-Jean, une famille entière, père, mère et 5 enfants se sont suicidés au gaz pour échapper à la rafle. Une femme s'est jetée par la fenêtre. Plusieurs agents ont été tués, paraît-il fusillés pour avoir prévenu les gens de s'enfuir. On les a menacés de camps de concentration s'ils n'obéissaient pas. Qui va nourrir les internés de Drancy maintenant que leurs femmes sont arrêtées? Les petits ne retrouveront jamais leurs parents. Quelles sont les conséquences lointaines de cette chose arrivée avant-hier soir, au petit jour? La cousine de Margot, partie la semaine dernière et dont nous savions qu'elle avait échoué dans sa tentative, a été prise à la ligne de démarcation, jetée en prison, après que l'on eut interrogé son fils de 11 ans pendant des heures pour obtenir l'aveu qu'elle était juive. Elle a le diabète. Au bout de 4 jours, elle est morte. C'est fini. Lorsqu'elle était dans le coma, la sœur de la prison l'a fait transporter à l'hôpital. Il était trop tard. Dans le métro, j'ai rencontré Madame Bord, toujours superbe, mais elle était très abattue. Elle ne m'a pas reconnue tout de suite. Elle avait l'air étonnée que nous soyons là. J'ai toujours envie d'être fière lorsque je réponds à cela. Elle ne m'a pas caché que le tour des Françaises allait venir. Mais s'il faut partir et quitter la lutte, l'héroïsme pour trouver la platitude, l'affalement, non, je ferai quelque chose. Et puis, il y a la sympathie des gens dans la rue, dans le métro. Il y a le bon regard des hommes et des femmes qui vous remplit le cœur d'un sentiment inexprimable. Il y a la conscience d'être supérieur aux brutes qui vous font souffrir et d'être unis avec les vrais hommes et les vraies femmes. Plus les malheurs s'amassent, plus ce lien s'approfondit. Il n'est plus question de distinction superficielle de race, de religion, ni de rang social. Je n'y ai jamais cru. Il y a l'union contre le mal et la communion dans la souffrance.